La première fois qu'on a vu le fond d'un cratère lunaire qui ne voit jamais le soleil, ce n'était pas une image nette, ni une belle photo pour poster sur un réseau social, c'était pire. C'était un trou noir, strié de points brillants, comme des dents humides dans une bouche ouverte. Sur l'écran, la surface semblait respirer. Pas de vent, pas de vie, mais quelque chose qui réagissait, comme si la lune, cette pierre morte, venait de cligner des yeux. Et là, on a compris deux choses en même temps. D'abord, oui, on a trouvé ce qu'on cherchait, ce qu'on avait promis depuis des décennies. Une cachette, une réserve, une trace, pas un rêve de science-fiction. Quelque chose de réel, de mesurable, de froid et de précieux. Le genre de découverte qui fait monter la salive des ingénieurs et trembler la voix des narrateurs. Ensuite, une sensation sale, une gêne au creux du ventre. Parce que ce qu'on voit au fond de certains cratères n'a rien d'une belle aventure romantique. C'est un cimetière de lumière, un endroit où le temps ne coule pas comme pour nous, un congélateur cosmique qui conserve des choses que la Lune elle-même ne devrait plus porter, des molécules arrachées, des poussières vitrifiées, des traces chimiques piégées comme des odeurs dans un tissu. Et parfois, l'impression, dérangeante que ce n'est pas un simple trou, c'est une archive. Alors laisse-moi te raconter ce qui a été réellement trouvé dans les cratères de la Lune. Pas ce que les titres faciles promettent, pas les fantasmes. La vérité est plus étrange, plus froide, et par moments, franchement repoussante. Imagine un monde où le soleil se lève, mais ne touche jamais le sol. Sur la Lune, près des pôles, il existe des cratères si profonds, si inclinés, que leur fond n'a pas vu la lumière depuis des milliards d'années. Pas longtemps. Pas très longtemps. Des milliards. Ce sont des zones d'ombre permanentes. Des gouffres où la température peut descendre à des niveaux si bas que l'air de notre Terre y deviendrait une neige instantanée. Tout ce qui y tombe peut y rester presque intact, comme si l'univers avait créé des caves scellées, des caches enterrées, mais à ciel ouvert. Et c'est là que l'histoire devient dangereuse, parce que pendant longtemps, on a voulu croire que la Lune était simple, poussiéreuse, sèche, stérile. Une pierre grise, un désert, une scène vide. Sauf que les cratères, eux, ne jouent pas le même rôle que le reste. Ils sont des pièges, des entonnoirs, des coffres-forts, des poubelles aussi. Quand une comète passe trop près, quand un astéroïde explose, quand des micrométéorites bombardent la surface, la Lune encaisse tout. Elle n'a pas d'atmosphère pour brûler les projectiles, pas d'océan pour dissoudre les produits, pas de pluie pour nettoyer. Chaque impact est une morsure nette, une blessure qui reste ouverte. Et chaque cratère est une cicatrice qui peut stocker des indices comme une plaie qui n'a jamais été lavée. Au début, on a cru que tout cela n'était qu'une histoire de roches. Les missions Apollo ont ramené des échantillons, et les gens ont imaginé des trésors. Mais c'était surtout des basaltes, des anorthosites, et des poussières, des fragments d'impact, et pourtant, déjà, quelque chose sonnait faux. Ces sols lunaires, qu'on appelait régolithes, étaient plus qu'une poussière. C'était un mélange agressif, coupant, électrisant, un sable de verre brisé. Quand les astronautes en parlaient, leur description n'était pas poétique. C'était presque médical, comme si la Lune avait une peau faite d'éclats. Et ça, c'est le premier malaise. La surface lunaire n'est pas juste sale, elle est hostile. Les grains sont anguleux, non polis, parce qu'il n'y a pas de vent ni d'eau pour arrondir les bords. C'est un champ de microlames, le genre de poussière qui s'infiltre partout. Joints, mécanismes, poumons. La poussière lunaire s'accroche, griffe, irrite. Elle a cette odeur étrange dont certains astronautes ont parlé. Comme du métal brûlé, comme de la poudre, comme une vieille cheminée. Imagine, tu enlèves ton casque après une sortie, et tu sens une odeur de feu sur un monde sans flamme. C'est dérangeant, presque obscène, mais la poussière n'était que l'entrée. La vraie obsession, c'était l'eau. Parce que si tu veux rester sur la Lune, si tu veux construire, respirer, produire du carburant, tu cherches de l'eau comme un animal traqué cherche une source, et pendant des décennies, on a eu une réponse simple. Il n'y en a pas. La Lune est sèche. Sauf que les cratères polaires murmuraient autre chose. Et la science, parfois, commence par un murmure. Le premier twist est venu comme un frisson. On a détecté des signatures qui ne collaient pas avec l'idée d'une Lune totalement aride. Pas un lac, pas une rivière, mais quelque chose. Dans la lumière réfléchie, dans les mesures de neutrons,
dans des variations chimiques qui suggéraient de l'hydrogène. Et sur la Lune, l'hydrogène n'est pas une décoration. C'est un indice, parce que là où tu as beaucoup d'hydrogène, tu peux avoir de l'eau ou des composés hydratés. Les cratères, surtout ceux plongés dans l'ombre permanente, sont devenus des suspects. Imagine une scène de crime glacé. Le soleil éclaire les bords, mais le fond reste noir. Ce noir n'est pas du vide. C'est une température si basse que même des gaz y restent piégés. On appelle ça des pièges froids. Et soudain, une hypothèse terrifiante devient plausible. La Lune, pourtant sèche en surface, pourrait cacher dans ses pièges de la glace. Et pas une petite trace romantique. Pas un peu d'humidité. De la glace en grains. Des dépôts. Un stock. L'idée a déclenché une fin immédiate. Parce que si c'est vrai, les cratères ne sont plus des cicatrices. Ce sont des banques. Et qui dit banque dit ruée. Mais avant la ruée, il fallait la preuve. Et la preuve n'est jamais un feu d'artifice. C'est une accumulation de coups de scalpel. Dans cette phase, tout est frustrant. Tu ne peux pas voir directement l'intérieur du cratère, parce qu'il est dans l'ombre. Tu dois ruser. Radar, spectromètre, instruments qui lisent le monde comme on lit des empreintes digitales. Et plus on regardait, plus la Lune ressemblait moins à une pierre uniforme. Et plus à un corps complexe, stratifié, marqué par des cycles de violence. Deuxième twist. Ces cratères ne stockent pas seulement de l'eau potentielle. Ils stockent des histoires. Chaque impact projette des matériaux, mélange des couches, vitrifie des sols. La chaleur instantanée peut faire fondre la roche et la transformer en verre. Et ce verre, figé, est comme une bulle temporelle. Il enferme des traces du moment de l'impact. La Lune n'efface pas ses preuves. Elle les conserve dans ses blessures, et c'est là que le récit devient plus sombre, parce que ce qu'on appelle « trouver quelque chose sur la Lune », ce n'est pas ouvrir un coffre au trésor, c'est trier une décharge cosmique vieille de milliards d'années. Au fond des cratères, on cherche des molécules comme on chercherait une goutte de parfum dans un hangar de poussière, on cherche des signatures. Eau, hydroxyle, ammoniac, dioxyde de carbone, soufre, des volatiles. Des choses qui, ailleurs, s'évaporeraient. Ici, elles peuvent rester prisonnières, et ça veut dire une chose. Les cratères peuvent contenir des fragments de comètes anciennes, des restes d'astéroïdes, des gaz implantés par le vent solaire. Un mélange intime entre la Lune et tout ce qui l'a frappé. La Lune devient alors un endroit répugnant à imaginer. Une peau grise, perforée, qui collecte des miettes de l'espace comme un filtre sale. Les cratères sont des poches de poussière où se déposent des traces venues d'ailleurs, parfois sous forme de glace contaminée, parfois sous forme de grains sombres enrichis en carbone. Ce n'est pas propre, ce n'est pas pur, c'est un mélange, un bouillon froid, un dépôt d'accident. Et là, on arrive à la question qui accroche. Qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé? On a trouvé d'abord la possibilité que l'eau soit là, mais pas comme beaucoup l'imaginent. Pas forcément une dalle blanche scintillante, plutôt une présence fragmentée. Des grains de glace mélangés aux régolithes, des molécules collées aux minéraux, des zones plus riches que d'autres, l'eau comme une rumeur devenue mesure. On a trouvé ensuite que les cratères sont des machines à conserver. Ils gardent des choses que la surface éclairée perd. Ce sont des frigos naturels où le temps est ralenti, et ça, c'est la partie satisfaisante. Oui, les cratères polaires sont bel et bien des endroits où l'on a des indices solides de volatiles, et où l'idée de glace est devenue suffisamment sérieuse pour orienter des programmes entiers. Mais la partie qui gratte la gorge, celle qui donne envie de se frotter les mains comme après avoir touché quelque chose de poussiéreux. C'est ce que ça implique? Si la glace existe là-bas, elle n'est pas neuve. Elle a peut-être été déposée par des impacts cométaires. Elle a peut-être été fabriquée par des réactions avec le vent solaire. Elle a peut-être migré en surface, molécule par molécule, avant de se figer dans l'ombre. Dans tous les cas, elle a vécu dans un environnement bombardé de radiations, de particules énergétiques, d'impacts minuscules. Ça veut dire que cette glace peut contenir des composés piégés, des traces chimiques inattendues, un inventaire qui ressemble plus à un vieux congélateur de laboratoire qu'à une source d'eau fraîche. Tu vois l'image? Tu ouvres une porte dans le noir. Tu t'attends à une bouteille d'eau claire, tu trouves une masse gelée, poussiéreuse, mélangée à des résidus, et tu te dis, c'est ça qu'on va boire, qu'on va respirer, qu'on va transformer en carburant. Même si c'est possible, même si c'est faisable, l'idée a quelque chose d'inconfortable.
Ça donne une légère nausée. Pas parce que c'est dangereux immédiatement, mais parce que c'est ancien et impur. Une eau qui a dormi dans l'ombre depuis des ères où la Terre elle-même n'avait pas encore la même face. Et puis, il y a une autre découverte, plus silencieuse, mais tout aussi brutale. Les cratères lunaires ne sont pas seulement des trous. Ce sont des structures qui révèlent la violence du système solaire. En étudiant leur forme, leur profondeur, les éjectats autour, on a reconstitué des périodes de bombardement intenses. La Lune est un livre de traumatisme. Chaque cratère est un chapitre frappé au marteau. Et ça mène à une idée encore plus inquiétante. Si la Lune a été martelée à ce point, la Terre aussi. La différence, c'est que la Terre a effacé une grande partie des cicatrices. La Lune, elle, les expose comme des os. À ce stade de l'histoire, on est encore dans la mise en place, dans le voilà ce que les cratères promettent. On a la sensation de se tenir au bord d'un puits. On sait qu'il y a quelque chose au fond. On a des mesures, des indices, des reflets. Mais on n'a pas encore mis la main dedans. Pas encore. Et c'est ici que la tension doit monter, parce que les cratères ne livrent pas leurs secrets gratuitement. Pour les comprendre, il faut y envoyer des instruments, des impacteurs, des sondes, parfois même provoquer des collisions pour soulever de la matière et l'analyser. Et quand on commence à faire ça, la Lune répond, non pas avec une voix, mais avec des nuages de poussière, des signatures chimiques, des surprises. Le prochain pas, c'est celui où l'on cesse de deviner et où l'on force la vérité à sortir du noir. Et la vérité, tu vas le voir, n'est pas seulement « il y a de la glace ». La vérité inclut des choses plus étranges. Des sols qui piègent le vent du soleil comme une peau magnétique. Des zones dont la composition semble décalée. Des matériaux vitrifiés comme si la surface avait été passée au chalumeau. Des traces qui parlent autant de notre futur que du passé. Et surtout, un détail que peu de gens aiment entendre. Certains cratères ne sont pas seulement des archives naturelles. Ils deviennent déjà, lentement, des enjeux. Des endroits qu'on convoite, des endroits où l'on pourrait, un jour, se disputer le droit de creuser. Tu sens le contraste? La Lune comme rêve poétique, et la Lune comme réserve glacée dans une cicatrice éternelle. Tu te souviens de cette image? Le fond d'un cratère lunaire comme une bouche sans lumière, un endroit où le soleil ne descend jamais. Eh bien, quand on a décidé d'arrêter de supposer et de commencer à arracher la vérité à l'ombre, on a découvert que la Lune n'était pas seulement un désert. C'est un piège à fantômes. Pas des fantômes au sens mystique. Des fantômes physiques. Des particules, des molécules, des signatures invisibles qui restent coincées comme des traces de pas dans du ciment humide. Sauf que le ciment, ici, est gelé depuis des âges. Et ce qui rend ça fascinant, c'est aussi ce qui rend ça dégoûtant. Parce que plus on regarde les cratères, plus on comprend qu'ils ne stockent pas de la glace comme une cave stocke du vin. Ils stockent comme un filtre d'aspirateur stocke la poussière. Tout ce qui passe, tout ce qui tombe, tout ce qui s'accroche, finit là. Mélangé, broyeur, conservé. Un dépôt d'accidents. Le moment où l'histoire bascule, c'est quand on a commencé à provoquer des événements capables de soulever la matière des zones d'ombre, pas pour faire joli, pour forcer la Lune à tousser. Imagine, on envoie un impacteur frapper près d'un pôle lunaire, dans une zone froide. Le choc arrache un panache, une colonne de poussière et de débris qui jaillit dans la lumière. Et là, pendant quelques instants, tu peux analyser ce nuage comme on analyse la fumée d'un incendie pour savoir ce qui brûle. Sauf qu'ici, ce n'est pas un feu. C'est un secret congelé qui se vaporise. Et dans ce panache, on a vu des signatures compatibles avec de l'eau. Pas seulement un peut-être. Une présence claire de molécules d'eau et d'autres substances volatiles qui n'ont rien à faire sur une pierre supposée sèche, comme si, au fond du cratère, la Lune avait gardé un stock de matériaux qui, ailleurs, s'échappent en quelques minutes. C'est là que la satisfaction frappe. Oui, ce n'était pas un mensonge. Oui, ces cratères peuvent vraiment contenir de l'eau sous forme de glace ou de molécules piégées. Les pièges froids sont des coffres, mais des coffres sales. Parce que le nuage ne racontait pas une histoire propre. Il racontait une histoire de cuisine froide, de restes, de condensation, de composés mélangés. On a détecté des éléments et des molécules qui font immédiatement comprendre une chose. Si tu récoltes cette eau, tu ne récoltes pas une source pure. Tu récoltes un cocktail. Et ça, c'est un pivot dramatique. Parce que dans l'imaginaire collectif, l'eau sur la Lune, c'est une promesse lumineuse. Des bases, des serres,
des voyages vers Mars. Dans la réalité, l'eau lunaire potentielle, c'est parfois une glace poussiéreuse qui a absorbé des composés volatiles, irradiés par des particules énergétiques mélangées à des grains de verre issus d'impacts, une glace qui peut être accompagnée de molécules comme l'ammoniac ou des traces carbonées. Une glace qui, quand tu la chauffes, relâche une odeur chimique imaginaire qui te gratte la gorge rien qu'à y penser. Et maintenant, une question tombe comme une pierre. D'où vient cette eau? Là, tu t'attends à une réponse simple. Des comètes. Et oui, souvent, l'histoire commence avec des comètes. Mais ce serait trop facile. La Lune, encore une fois, aime les twists. Premier twist. Une partie de l'eau ne vient pas de l'extérieur. Sur la Lune, le vent solaire, ce flux constant de particules venant du Soleil, bombarde la surface. Il s'enfonce dans les minéraux, implante de l'hydrogène, modifie chimiquement la poussière. Et sous certaines conditions, cet hydrogène peut se combiner avec l'oxygène présent dans les minéraux pour former des groupes hydroxyles. Et parfois des molécules d'eau à l'échelle microscopique. Ça veut dire que la Lune peut fabriquer des traces d'eau, comme une peau sèche qui, sous une réaction chimique, produit une fine couche d'humidité. C'est minuscule, mais c'est énorme en signification. La Lune n'est pas seulement un réservoir passif, elle est un laboratoire bombardé en continu. Deuxième twist, l'eau peut migrer. Oui, migrer. La Lune n'a pas d'atmosphère dense, pas de météo au sens terrestre. Pourtant, des molécules peuvent sauter, se déplacer par bonds, se détacher d'un site, se recoller ailleurs. Un cycle fragile, quasi fantomatique, où des molécules sont libérées par la chaleur du jour lunaire, puis finissent par tomber, petit à petit, vers les régions froides qui les piègent, comme si la Lune transpirait un peu au soleil, et gelait sa sueur dans l'ombre. Tu imagines la scène? Une planète morte qui sue des molécules et les stocke dans ses cicatrices? C'est fascinant, et un peu répugnant, parce que tu ne peux pas t'empêcher d'y voir un corps. Troisième twist, les cratères ne se valent pas. Certains pièges froids sont plus efficaces que d'autres. Certains contiennent peut-être plus de glace, d'autres moins. Certains peuvent être riches en grains de glace mélangés, d'autres seulement en molécules éparses. Et la distribution peut être irrégulière, patchwork, comme des taches dans une cave humide. Ce n'est pas une grande mer gelée, uniformément. C'est une géographie de poches, de veines, de zones plus riches et de déceptions. Et là, l'histoire prend un ton presque cruel. Pendant que les rêves grandissent, la réalité dit « ce n'est pas si simple, mais ce n'est pas fini ». Parce qu'au-delà de l'eau, les cratères contiennent autre chose. Quelque chose dont on parle moins, parce que c'est moins vendeur. Et pourtant, c'est la partie la plus dérangeante. Les cratères polaires et leurs ombres éternelles peuvent piéger des composés volatiles variés. Des gaz gelés, des molécules organiques, simples, des traces de carbone. Rien de tout ça n'est une preuve de vie, mais c'est une preuve de chimie préservée, et là, tu sens l'odeur du twist. Si ces cratères conservent des composés venus de comètes anciennes, alors ils conservent potentiellement des briques chimiques qui racontent ce que le système solaire apportait aux planètes au début. Une archive de livraison cosmique, une mémoire des impacts. Sauf que, quand tu dis archive, tu imagines des pages propres. Ici, c'est une archive écrite à coups de marteau. Chaque impact sur la Lune chauffe, vaporise, condense, recristallise. Ça peut détruire des molécules et en créer d'autres. Les composés organiques simples peuvent être altérés. Les glaces peuvent être mélangées à de la poussière vitrifiée. Et les particules énergétiques du Soleil et des rayons cosmiques peuvent casser des liaisons chimiques. Résultat, ce qu'on trouve dans ces pièges froids peut être à la fois précieux et abîmé. Comme un livre ancien retrouvé dans un marécage, tu sais qu'il contient une histoire, mais les pages collent, sentent mauvais, et certaines phrases sont devenues illisibles. Et maintenant, la tension monte, parce qu'on arrive au point où l'humain devient un facteur actif. Tu crois que l'espace est vide? Non. L'espace près de la Terre est déjà un champ d'objets, de déchets, de trajectoires. Et la Lune, depuis les premières missions, a reçu quelque chose de plus intime. Nous. On a laissé des objets, des instruments, des modules, des traces. Et même si les sites historiques sont surtout ailleurs, l'idée te frappe. La Lune commence à devenir un endroit où la contamination humaine existe. Pas biologique au sens de microbes survivant longtemps à la surface. Même si des débats existent sur les capacités de certaines formes à survivre temporairement dans des niches protégées.
mais contamination au sens matériel. Métaux, plastiques, résidus, carburants, fragments. Alors imagine maintenant un futur proche. On va creuser dans des cratères froids pour extraire de la glace. On va chauffer du régolithe. On va libérer des gaz piégés depuis des milliards d'années. Et on va y mêler nos propres rejets. Comme si on ouvrait une archive rare en y renversant du café. Tu sens la nausée? Parce que là, le dégoût n'est plus seulement chimique. Il devient moral. Ces cratères sont des lieux uniques. Des pièges froids qui pourraient nous raconter l'histoire des comètes, des impacts, des volatiles du système solaire primitif. Et nous, en arrivant avec nos machines, on risque de remuer, mélanger, détruire des couches, brouiller des signatures, une archive qui n'a jamais été ouverte, qu'on pourrait abîmer dès le premier coup de pelle. Et ça, c'est le vrai conflit du deuxième acte. La découverte contre la ruée, la science contre l'exploitation, la curiosité contre la faim. Mais ne crois pas que ce soit une histoire manichéenne, parce que la Lune, encore une fois, te glisse un nouveau twist. Ces cratères ne sont pas seulement précieux, ils sont aussi dangereux pour ceux qui voudront les utiliser. Danger technique d'abord, l'ombre permanente, c'est le froid extrême. Les machines y souffrent. Les lubrifiants se figent. Les métaux se contractent. Les batteries perdent en efficacité. Les panneaux solaires ne servent à rien au fond du trou, puisque il n'y a pas de soleil. Tu dois installer des relais, des câbles, des systèmes d'énergie, des stations sur les bords éclairés. C'est comme tenter de faire une mine au fond d'un congélateur éternel, alimenté par une centrale située à plusieurs kilomètres. Danger physique ensuite. La poussière, toujours elle. Cette poussière lame, abrasive, qui se colle aux surfaces, qui peut user les joints, gripper les mécanismes, s'infiltrer dans les habitats, et dans les cratères, elle n'est pas seulement froide. Elle peut être chargée électrostatiquement, se comporter de manière imprévisible, comme une fumée solide. Et là, je te donne une image. Un rover descend une pente vers un piège froid. Ses roues mordent le sol. La poussière se soulève en nuages, mais elle ne tombe pas comme sur Terre. Elle flotte, se dépose lentement, et chaque grain est une micro-lame. Le rover avance, mais ses capteurs voient moins, ses joints grincent. Son système thermique lutte, et pendant ce temps, sous la poussière, des molécules gelées attendent, prêtes à s'échapper dès que la température monte d'un cran. Tu crois que tu vas ramasser de la glace? Non. Tu vas négocier avec un endroit qui n'a pas été conçu pour être touché. Et pourtant, l'humain continue, parce que la promesse est trop grande. Le récit a alors une accélération. On passe de la découverte à la stratégie. On commence à cartographier, à comparer, à hiérarchiser les cratères. On cherche les endroits les plus accessibles, les plus riches, les plus stables. On imagine des bases sur les crêtes proches des pôles, là où la lumière du soleil peut être quasi constante à certains endroits, et où l'ombre des pièges froids est à portée. C'est une scène presque cinématographique. Un bord éclairé, presque doré, et juste à côté, un gouffre noir qui conserve la glace, la frontière entre le futur lumineux et le passé gelé. Mais au moment où tout semble se mettre en place, la Lune glisse une autre vérité, plus sournoise. L'eau n'est peut-être pas la seule trouvaille importante. Elle est la plus pratique, oui, la plus exploitable. Mais les cratères contiennent une autre richesse, plus froide encore. Des matériaux piégés par le vent solaire et les impacts. Des isotopes, des éléments implantés dans le régolithe, et là, une obsession ancienne revient comme un murmure. Certaines zones lunaires sont suspectées d'être plus riches en hélium-3, un isotope dont certains rêvent pour des applications énergétiques futures. Ce n'est pas une certitude d'exploitation rentable, ce n'est pas une promesse facile, mais c'est un exemple de ce que la Lune fait à l'imagination humaine. Elle transforme la poussière en désir. Et le désir, dans une histoire, est une force dangereuse. Parce que dès que tu poses la question « Qu'est-ce qu'il y a, au fond ?» Une autre suit. Qui va le prendre? C'est là que la tension devient sociale et politique. Même si on ne prononce pas ces mots, les cratères polaires ne sont pas infinis. Les zones utiles sont limitées. Les sites où l'énergie solaire est favorable, proches des pièges froids, sont rares. Comme des terrains en bord de mer, mais sur la Lune. Et si tout le monde veut les mêmes endroits, la Lune, si silencieuse, pourrait devenir un théâtre de rivalité. Tu sens le drame s'épaissir? Parce qu'à partir de ce point, chaque mesure scientifique est aussi un jalon stratégique, chaque carte, chaque analyse,
chaque mission robotique n'est plus seulement une quête de connaissances. C'est une façon de dire « nous savons où aller ». Et tout ça part d'un cratère noir qui ne voit jamais le soleil. On est au cœur du deuxième acte. La découverte qui se transforme en appétit, l'archive qui risque d'être profanée, la promesse qui devient enjeu. Mais il nous manque encore l'élément qui fait vraiment basculer l'histoire dans le choc. Ce qu'on a commencé à comprendre sur la structure interne de certains cratères, sur leurs parois, sur les effondrements, sur des vides possibles, et sur des phénomènes qui ressemblent de loin à des cavités, des tunnels, des trous, qui ne sont pas juste des impacts. Parce que si tu crois que la Lune n'est qu'une surface, tu vas être surpris. Le bord du cratère est un mensonge confortable. De loin, c'est un cercle propre, une cicatrice nette sur une peau grise, une géométrie qui rassure, parce qu'elle semble simple. Un choc, un trou, de la poussière, fin de l'histoire. Mais quand tu approches, quand tu zoomes, quand tu lis les ombres, quand tu fais parler les reliefs au millimètre, tu comprends que le cratère n'est pas un trou, c'est une architecture, un piège, une mâchoire avec des dents. Et au cœur de cette architecture, il y a un secret dont on parle rarement dans les titres grand public, parce qu'il n'est pas aussi facile à vendre que de l'eau sur la Lune. Pourtant, c'est peut-être ce qui change le plus la donne. La Lune n'est pas seulement perforée par des impacts, elle est aussi percée, de l'intérieur. Imagine un instant, tu marches au bord d'un cratère. La lumière est blanche, crue, sans filtre, puis tu vois une entaille sur la paroi, une zone où le sol semble s'être affaissé, une ouverture. Pas une fissure fine, un vide. Et tu réalises que sous tes pieds, il peut y avoir des cavités, des tunnels, des conduits formés par d'anciennes coulées de lave, des tubes de lave, comme des veines fossiles. Ce n'est pas un fantasme. Sur Terre, des tubes de lave existent. Un fleuve de roches en fusion coule, sa surface se solidifie, puis l'intérieur continue de s'écouler. Et quand tout s'arrête, il reste un tube vide, une galerie naturelle. Sur la Lune, avec une gravité plus faible et des coulées anciennes colossales, ces tubes pourraient être gigantesques, des couloirs capables, en théorie, d'abriter une base entière à l'abri du rayonnement, des micrométéorites, des variations extrêmes de température. Tu sens le twist? Pendant qu'on fantasme sur les cratères comme des coffres-forts de glace, un autre type de trou se révèle. Non pas une cicatrice, mais une bouche qui donne sur un ventre, et ça, c'est le genre de découverte qui donne deux émotions opposées. Un enthousiasme brutal, parce que l'idée d'un refuge naturel, prêt à l'emploi, est presque trop parfaite, et un malaise viscéral, parce qu'une cavité lunaire, ce n'est pas une grotte romantique, c'est un vide noir, silencieux, sans air, où chaque mouvement soulève une poussière coupante, et où la moindre erreur de navigation se transforme en chute sans pardon. Tu vois la scène? Un rover s'approche d'une ouverture. Pas un cratère entier, non. Un puits circulaire, une lucarne dans le sol, comme un œil arraché. La lumière du soleil tombe dedans et disparaît, avalée. On ne voit pas le fond. On ne sait pas si c'est 10 mètres, 50, 100. On n'entend rien. Et pourtant, cet endroit peut être plus habitable qu'une plaine lunaire, à cause de sa stabilité thermique et de sa protection naturelle. C'est la Lune qui te propose une maison, sous forme d'abîme. Mais tu te demandes peut-être, quel rapport avec les cratères? Le rapport est direct, et il est plus inquiétant qu'il n'en a l'air. Sur la Lune, tout est lié par la violence. Les impacts fracturent le sol, ils déclenchent des effondrements, ils peuvent ouvrir des bouches sur des cavités préexistantes, et parfois, des cratères peuvent se former au-dessus de zones affaiblies, où des couches se sont affaissées, où le sous-sol est creux. Dans certains cas, ce qu'on appelle cratère peut cacher une histoire souterraine. Un toit qui a cédé, une structure interne qui a craqué, une galerie qui a perdu sa couverture. Alors tout à coup, le cratère cesse d'être une simple forme. Il devient une énigme en profondeur, et là, l'histoire se resserre, parce qu'on bascule du « qu'est-ce qu'il y a au fond » à « qu'est-ce qu'il y a dessous ». C'est ici que la Lune commence à paraître malsaine. Non pas parce qu'elle est vivante, mais parce qu'elle ressemble à un cadavre qui conserve ses organes secs. Tu soulèves la peau, la poussière, tu vois les os, les roches, et soudain, tu découvres des cavités, des vides où le temps est resté coincé.
Et ce n'est pas le seul élément souterrain qui rend les cratères plus étranges qu'ils ne devraient l'être. Il existe aussi des anomalies. Des régions où le champ magnétique local semble plus fort que prévu, comme si certaines zones de croûte lunaire avaient gardé une mémoire d'aimantation. Sur une lune qui n'a pas de champ magnétique global puissant comme la Terre, ces poches de magnétisme sont comme des cicatrices invisibles. Elles peuvent influencer la façon dont le vent solaire interagit avec le sol, elles peuvent créer des effets sur la poussière, sur l'érosion spatiale, sur les signatures observées. Tu te rends compte de ce que ça implique? Deux cratères peuvent être identiques en apparence, et pourtant réagir différemment au bombardement constant du Soleil, conserver différemment les volatiles, vieillir différemment. L'archive n'est pas uniforme. Certaines pages sont brûlées, d'autres protégées. Et maintenant, on arrive à la partie la plus cinématographique et la plus dérangeante. Le sol lunaire n'est pas seulement de la poussière et des cailloux. Il est plein de verre. Du verre lunaire, formé par les impacts. Imagine un choc si violent qu'il fait fondre instantanément la roche. La roche liquide éclabousse, se refroidit, se fige en gouttes, en perles, en éclats vitrifiés. Des petites billes, parfois microscopiques, qui contiennent la signature de l'événement. Composition, température, brutalité. On peut les retrouver, les analyser, lire leur histoire. Mais voilà le détail qui retourne l'estomac. Ces verres ne sont pas des bijoux. Ce sont des éclats tranchants, des résidus d'explosions congelées. Ils font partie de ce mélange abrasif qui rend la poussière lunaire si agressive, et certains d'entre eux peuvent avoir piégé des choses à l'instant où ils se formaient. Des gaz, des volatiles, des traces implantées. Tu touches le sol lunaire, tu ne touches pas une plage. Tu touches une scène d'accident vitrifié. À ce stade, tu pourrais te dire « Bon, d'accord, c'est complexe ». Mais au fond, dans les cratères, qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé d'autre que de l'eau potentielle et des structures? C'est là que je te donne le twist le plus cruel. On a trouvé que le vide lunaire est rempli de produits de destruction. Les cratères, surtout ceux qui sont anciens et profonds, accumulent les témoins de ce que l'espace fait aux surfaces sans atmosphère. Implantation de particules, maturation du régolithe, création de nanophases de fer dans les grains, noircissement progressif, modification chimique. La Lune vieillit comme une peau brûlée par un soleil toxique, et ces cratères sont des zones où cet âge se concentre, se mélange, se conserve. Tu imagines une archive qui se dégrade et se conserve en même temps. Une archive qui reste là, mais dont l'encre change au fil des radiations. Et maintenant, on arrive à un point où l'histoire devient presque horrifique par suggestion. Si tu veux comprendre ce qu'il y a dans un piège froid, tu dois parfois le chauffer. Tu dois perturber son équilibre. Et quand tu fais ça, tu libères ce qui était piégé. Un piège froid, c'est comme un frigo fermé depuis des milliards d'années. Tu l'ouvres. L'air n'existe pas, mais l'analogie fonctionne. Une bouffée imaginaire de vieille chimie te saute au visage. Des molécules qui n'avaient jamais eu de raison de bouger se mettent à bouger. Elles s'échappent, elles se dispersent, elles se perdent. Et là, tu comprends un truc terrible. Mesurer, c'est déjà détruire. C'est pour ça que les missions qui s'approchent de ces zones sont obsédées par la précision. Elles ne veulent pas seulement aller voir, elles veulent voir sans trop toucher. Comme un chirurgien qui essaie d'observer une tumeur sans la percer, parce qu'une fois percée, tout change. Mais il y a plus. Parce que dans certains cratères, et autour d'eux, il existe des formations qui ressemblent à des effondrements, des terrasses, des glissements. Les parois ne sont pas stables comme un dessin. Elles bougent, lentement, au fil des impacts secondaires, des vibrations, des variations thermiques sur des échelles immenses. Et ça veut dire que ce que tu cartographies aujourd'hui peut être légèrement différent demain, à l'échelle géologique, ou après un impact, même petit. Encore un twist. La Lune n'est pas immobile. Elle est lente, mais elle change. Et dans cette lenteur, elle peut garder des pièges inattendus. Des poches de régolithe plus meubles, des zones où un rover peut s'enfoncer, des pentes traîtresses. Les cratères ne sont pas seulement dangereux à cause du froid et de l'ombre. Ils sont dangereux parce qu'ils sont des terrains d'accumulation. Les débris y roulent, s'y déposent, s'y stratifiant. C'est un sol de cendres et de verre. Maintenant, je vais te faire sentir la scène comme si tu étais là. Tu es sur une crête près d'un pôle. Au-dessus de toi, le ciel est noir, mais la lumière est aveuglante sur les zones exposées. Au bord, tu vois l'ombre absolue. Un noir qui n'est pas la nuit, mais l'absence permanente.
Tu descends avec une machine. Les roues crissent sur le régolithe. La température chute. Les instruments se couvrent de givre de façon métaphorique. Pas de glace d'air, mais un stress thermique qui se lit dans les données. La caméra regarde, et plus elle descend, plus les détails disparaissent. Les contrastes s'effondrent, c'est comme entrer dans une gorge, où même la lumière refuse de s'aventurer. Et soudain, ton capteur te dit « volatile ». Pas trésor, pas rivière. Un mot sec, technique, mais ce mot est un battement de cœur. Parce que ça veut dire « quelque chose est là, quelque chose a survécu ». Et à cet instant précis, une autre idée t'écrase. Si des molécules ont pu survivre là pendant si longtemps, alors ces cratères sont les endroits où l'on peut trouver des traces d'événements anciens que la Terre a effacés. Pas seulement de l'eau, peut-être des signatures de comètes disparues depuis longtemps, des profils chimiques qui racontent un système solaire plus jeune, plus violent, plus riche en matériaux volatiles. Mais, et c'est ici que le récit te donne une gifle, ces signatures sont fragiles, très fragiles. Un seul atterrissage peut perturber la poussière, projeter des grains, contaminer une zone. Une seule opération d'extraction peut mélanger des couches, et si tu mélanges, tu perds l'ordre. Et si tu perds l'ordre, tu perds le récit. Tu as encore des molécules, oui, mais tu ne sais plus quand elles sont arrivées, ni comment elles se sont installées. L'archive devient un sac de fragments. Tu sens comme la tension monte? Parce que le conflit n'est plus seulement aller ou ne pas aller. Il devient comment toucher sans ruiner. Et puis il y a un autre élément, plus sournois encore, la lumière. On imagine l'ombre comme un vide, mais l'ombre lunaire n'est pas toujours un noir total. Il existe une faible lumière diffuse. La lumière réfléchie par les reliefs voisins, par le sol éclairé, par la terre dans le ciel, lunaire, et même des effets de diffusion. C'est faible, mais ça peut suffire à révéler des textures, et parfois, ces textures jouent avec ton cerveau. Une zone plus claire peut être une pente, une zone plus sombre peut être un dépôt. Différent, ou de la glace en surface, ou une illusion. C'est le genre de détail qui fait basculer une mission entre succès et catastrophe. Confondre une surface solide avec une poudre meuble, confondre un dépôt riche avec une simple variation de grains, et là, l'histoire prend une tournure presque paranoïaque. La lune te montre des choses, mais jamais entièrement. Toujours par fragments, toujours par indices, toujours de façon à ce que tu aies envie d'y retourner. C'est un piège narratif parfait. Parce qu'au moment où tu te dis « on a compris », un nouveau signal apparaît, une nouvelle structure, une nouvelle hypothèse, et la Lune redevient mystérieuse. C'est exactement ce qui s'est passé avec certaines ouvertures et cavités supposées. Dès qu'on a commencé à les cartographier et à comparer, la question est devenue « combien y en a-t-il? Sont-elles stables? Sont-elles accessibles? Sont-elles reliées à des tubes plus vastes? Est-ce que certaines sont proches de zones de pièges froids, donc potentiellement utiles à la fois comme refuge et comme point d'accès à des volatiles? Tu sens le vertige? Ce n'est plus un simple cratère à trous, c'est un écosystème géologique. Crêtes lumineuses, gouffres froids, cavités internes, variations magnétiques, dépôts vitrifiés, signatures volatiles. Et maintenant, je te donne le twist qui prépare le dernier acte. Dans certains scénarios, les endroits les plus précieux, ceux qui contiennent les meilleurs indices, les zones les plus froides, les plus intactes, sont aussi les plus vulnérables. Ils sont comme des échantillons rares dans un laboratoire. Un seul geste maladroit, et ils sont perdus. Alors la question devient plus lourde, presque intime. Qu'est-ce qu'on veut vraiment trouver? De l'eau à exploiter? Une archive à préserver? Un refuge à occuper? Un territoire à revendiquer? Ou une combinaison de tout ça qui rend chaque décision toxique? Parce que si tu creuses pour survivre, tu risques d'effacer l'histoire. Et si tu préserves l'histoire, tu limites la survie. Et si tu veux tout, science, exploitation, présence humaine, tu entres dans une zone grise où chaque victoire a un goût métallique. Ce goût, c'est celui de la poussière lunaire, celui qui colle, celui qui irrite, celui qui te rappelle que sur la Lune, même le progrès a une texture abrasive. Et là, juste avant de basculer dans le dernier acte, il reste une dernière chose à révéler. Certaines découvertes, associées aux cratères, ne sont pas dans le sol, mais dans ce qui le frappe encore aujourd'hui. Des impacts récents, des flashs, des changements observés, des événements qui prouvent que la Lune n'est pas un musée tranquille.
Elle est un champ de tir actif. Et chaque nouveau choc peut remuer l'archive, exposer des matériaux ou en enfouir d'autres. En d'autres termes, pendant qu'on parle d'y aller, la Lune continue de se faire frapper. Elle continue d'écrire de nouveaux cratères. Elle continue de mettre des couches sur ses propres secrets. Et quand tu réalises ça, tu comprends que la Lune n'est pas seulement un lieu à explorer. C'est un récit en cours. Un récit lent, violent, silencieux, qui n'attend que notre prochaine intrusion pour tourner la page. Tu pourrais croire qu'un cratère est un passé figé, une cicatrice ancienne, un décor immobile. Mais la Lune n'est pas un souvenir. C'est un champ d'impact encore vivant. Elle reçoit, encore et encore, des coups minuscules et des coups énormes. Et chaque coup peut ouvrir une fenêtre ou refermer une porte. C'est là que le dernier acte commence. Au moment précis où l'on comprend que ce qu'on a trouvé dans les cratères n'est pas seulement un inventaire de matière. C'est une lutte entre trois forces, la conservation, la révélation et la destruction. Imagine une nuit sur Terre. Quelque part, un télescope est braqué sur la Lune. Rien ne bouge. Puis, en une fraction de seconde, un point blanc éclate à la surface. Un flash. Une micrométéorite vient de frapper. Un impact si petit qu'il ne change pas la forme globale de la Lune, mais assez violent pour libérer un nuage de poussière. Assez violent pour vitrifier un grain, assez violent pour exposer un fragment ancien à un nouvel environnement. Chaque flash est un rappel. La Lune est bombardée en permanence. Pas de manière dramatique comme un film d'apocalypse, mais de manière incessante, obstinée, un martèlement lent. Et si tu repenses au piège froid, tu comprends le vertige. Ces endroits sont des coffres, oui, mais des coffres dont le couvercle se fait secouer sans arrêt. Un impact peut remuer une pente, faire glisser du régolithe, recouvrir une zone riche en volatiles d'une fine couche nouvelle. Un autre impact peut, au contraire, exposer une surface fraîche, révéler un dépôt plus riche, l'archive se réécrit à coups de poussière. Donc, quand quelqu'un te dit « On a trouvé de la glace dans les cratères de la Lune », tu dois entendre la phrase complète derrière. On a trouvé une ressource et une archive dans un endroit qui peut être modifié par le hasard cosmique et par nos propres actions. Et maintenant, il faut que l'histoire fasse son dernier pivot. Ce qu'on a trouvé, c'est aussi une menace pour notre propre récit. Parce qu'au moment où l'on met le doigt sur l'idée de réserve dans les cratères polaires, on déclenche une transformation irréversible. La Lune cesse d'être un symbole. Elle devient un terrain rare. Les régions polaires ont quelque chose de presque cruel. Elles sont pleines de promesses, mais elles sont petites à l'échelle d'un monde. Des crêtes où l'ensoleillement est favorable, des pentes où l'accès est possible, des zones d'ombre où les volatiles peuvent être piégés. Ce sont des endroits limités, et tout le monde, dans l'avenir, voudra les mêmes. Comme si la Lune avait laissé, dans un coin, une poignée d'or et d'eau, et avait dit « Servez-vous, mais vous allez vous battre ». Et ça, c'est le twist moral final. La découverte scientifique devient une épreuve de maturité. Parce que extraire de la glace dans un piège froid, ce n'est pas juste une opération industrielle. C'est un acte qui réchauffe, qui perturbe, qui libère des molécules, qui modifie un environnement stable depuis des milliards d'années. C'est comme percer un glacier ancien pour en faire du carburant. Tu peux le faire, techniquement, mais tu changes le lieu. Et si tu changes le lieu, tu changes aussi la science possible. Il y a une image qui colle à la peau. Celle d'un premier chantier lunaire au bord d'un cratère en ombre permanente. Au sommet, des panneaux solaires ou des systèmes d'énergie, des antennes, des structures blanches. Plus bas, des machines descendent dans l'obscurité, chauffent du régolithe, aspirent des gaz, filtrent, condensent. Le sol respire des molécules qu'il n'avait pas relâchées depuis des ères. Un panache invisible se forme, se disperse. Et quelque part, une carte chimique vieille de milliards d'années perd son contour. Tu ressens la satisfaction. On obtient de l'eau, on obtient de l'oxygène. On obtient de l'hydrogène. On obtient du carburant. On transforme la Lune en étapes. Mais tu ressens aussi une gêne. On a ouvert le frigo, et maintenant, l'odeur ne repartira plus. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas sur un « c'est mal » ou « c'est bien ». La Lune ne te donne jamais une morale simple, elle te donne des contraintes. Parce que la présence humaine sur la Lune implique aussi une autre découverte, plus silencieuse, mais fondamentale. Les cratères et le régolithe ne sont pas seulement des obstacles ou des ressources, ce sont des matériaux, des briques,
Le sol lunaire peut être utilisé pour construire, en le compactant, en le fritant, en le transformant en blocs. On rêve de routes lunaires, de boucliers anti-radiation faits de régolithes, d'habitats enterrés. Et là, soudain, les cratères prennent une troisième identité. Pas seulement des coffres et des archives, mais des carrières. Et tu vois le piège? Plus tu t'installes, plus tu manipules. Plus tu manipules, plus tu altères. Et plus tu altères, plus tu perds ce qui faisait l'unicité intacte de ces lieux. C'est un cercle, une spirale. Mais la Lune garde encore une carte cachée. Une dernière nuance qui rend l'histoire plus profonde et plus inquiétante. Parce que ce qu'on a trouvé dans certains cratères et zones d'ombre permanente n'est pas nécessairement stable à l'échelle humaine. Les volatiles peuvent être présents sous différentes formes. De la glace, des molécules adsorbées, des composés mélangés au sol. Et quand tu commences à chauffer, à forer, à exposer, tu peux déclencher des dynamiques. Dégazage, migration, redistribution. Le sol peut devenir un système actif, pas vivant, mais réactif. Tu imagines l'angoisse d'un ingénieur. Tu viens pour extraire proprement, et tu te rends compte que ton extraction change la distribution locale. Que l'endroit se transforme pendant que tu le touches. Que tu dois courir après une ressource qui bouge, même lentement, même à petite échelle. Le cratère devient un organisme chimique, une bouche qui exhale, un ventre qui condense. Toujours ce vocabulaire de corps, parce que notre cerveau ne sait pas faire autrement. Il humanise ce qui réagit. Et maintenant, on arrive au point le plus important de tout le récit. Qu'ont-ils trouvé, en réalité? La réponse finale n'est pas un objet, c'est un ensemble de révélations. Ils ont trouvé que les cratères lunaires sont des pièges froids capables de conserver des volatiles, dont de l'eau sous différentes formes, et que cette eau est une ressource potentielle, mais rarement pure dans l'imaginaire naïf. Ils ont trouvé que ces cratères sont des archives, des conservateurs du passé du système solaire, des mémoires d'impact, des dépôts, de matériaux venus d'ailleurs, mélangés, altérés, mais parfois préservés de manière unique. Ils ont trouvé que la Lune est pleine de vers d'impact, de poussière agressive, d'une matière qui n'est pas une simple saleté, mais une conséquence directe de la violence cosmique. Une surface qui coupe, qui s'infiltre, qui irrite, qui rend chaque projet plus difficile qu'il ne le paraît sur papier. Ils ont trouvé que sous la surface, il pourrait exister des cavités et des tubes, des refuges potentiels, mais aussi des abîmes, des espaces noirs qui attirent la convoitise et la peur. Ils ont trouvé, enfin, que la Lune n'est pas un musée figé. Elle continue de se faire frapper. Elle continue d'être modifiée, et surtout, dès qu'on s'y intéresse sérieusement, elle devient un enjeu. Et maintenant, je reviens au tout début, à ce cratère qui ressemblait à une bouche sombre sur un écran. On pourrait croire qu'on a regardé la Lune. En réalité, on a fait pire. On a commencé à la lire. Et quand tu lis quelque chose d'ancien, quelque chose qui a dormi dans l'ombre, tu changes toujours un peu le texte en tournant la page. Le dernier twist, celui qui laisse une sensation étrange dans la gorge, c'est celui-ci. La Lune ne cache pas seulement des secrets dans ses cratères. Elle cache aussi un miroir. Parce que ce qu'on y trouve, de l'eau poussiéreuse, des archives fragiles, des vides potentiellement habitables, des ressources limitées, nous force à répondre à une question qui n'a rien de scientifique au fond. Quand on met la main sur quelque chose de rare et d'ancien, est-ce qu'on sait encore toucher sans salir? Et c'est là que l'histoire se referme comme la mâchoire du cratère. Ce qu'on a trouvé dans les cratères de la Lune, ce n'est pas juste une découverte, c'est une tentation. Une tentation froide, enterrée dans l'ombre, qui promet un avenir, au prix de notre délicatesse.